Je tiens à souligner la présence de cette salle du camarade Mehdi Mantoura, qui est tout juste à ma gauche. Beaucoup ne le connaissent pas, mais c'est l'un des pionniers de la lutte en Côte d'Ivoire, c'est l'un des pionniers de la gauche ivoirienne. Les grands camarades qui sont là, le professeur Yabi, le respect. Et c'est important de le souligner parce que depuis longtemps, il est resté dans la lutte. Et aujourd'hui, il apparaît sous le chapeau de la Permettez-moi aussi de saluer la présence de Chimoti Kaba, une grande combattante de la pro-santé internationale, mais aussi de Camille Ala, qui est l'un des penseurs du panafricanisme de Côte d'Ivoire et qui a été la cheville ouvrière de cette organisation panafricaine et de cette rencontre de ce jour. Sans oublier toute la délégation qui m'a accompagné en leur nom, je vais faire cette conférence dans le thème de la place de l'Afrique dans un monde multipolaire. Cette conférence se tient un 27 mai, mais pour rappel, il faut savoir que le 27 mai a été consacré par l'Organisation des Nations africaines comme la journée de libération du continent africain, puisque c'est le 27 mai 1963 que l'Organisation des Nations africaines est née. Et malheureusement, cette fête de libération n'est pas fêtée dans tous les pays africains. Il n'y a que quelques pays africains qui ont consacré cette journée-là comme fête de libération du continent et qui est un jour levé et payé pour beaucoup de pays africains, sauf pour le moment Côte d'Ivoire, qui on espère que tous à l'islam. Eh bien, le thème qui est proposé, à savoir la place de l'Afrique, du panafricanisme dans un monde multipolaire, il y a deux éléments importants qu'il faut souligner. D'abord le panafricanisme, puis le monde multipolaire. Quelle synergie? C'est ainsi qu'on peut reformuler ce thème. Je vais commencer d'abord par parler de l'environnement international, avant de parler du panafricanisme en tant que tel. Vous savez, depuis la révolution russe de 1917, qui a donné naissance à la création de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, nous avons connu une période que je l'ai appelée la guerre froide, où deux grands blocs, le bloc communiste et le bloc capitaliste s'affrontaient. Et le tournant a eu lieu en 1989 après la chute du mur de Berlin. Et cette chute du mur de Berlin, c'est vrai, beaucoup l'ont compris comme la chute du communisme, mais ça a été beaucoup plus la chute de l'Union des républiques socialistes et soviétiques que la chute du communisme, puisque le communisme a commencé à vivre, a continué à vivre aussi bien en Cuba, en Chine, que dans plusieurs autres pays africains. L'Union des républiques socialistes et soviétiques, c'était complètement coupé. Cette chute brutale a entraîné une offensive de
capitalisme sous forme de mondialisation. Et cette mondialisation a créé une forte hégémonie américaine soutenue par l'OTAN et qui a permis au monde occidental de dominer pratiquement toute la planète Terre et de chercher à supprimer toutes les formes de souveraineté à travers le monde. Et il a fallu l'avènement de Poutine en Russie en l'an 2000 pour que la situation commence à s'inverser. Et en 2014, c'était un grand tournant lorsque la Russie a récupéré la Crimée. Il faut savoir que dans l'Union des républiques socialistes et soviétiques, le découpage à l'intérieur de l'Union des républiques socialistes et soviétiques a fait de telle sorte que beaucoup de Russes se sont retrouvés dans d'autres républiques autres que la République fédérale de Russie, dont la Crimée, dont le Donbass que vous connaissez, qui est beaucoup plus rempli de Russes que d'Ukrainiens. Donc en 1914, lorsque l'Ukraine est revenue au domicile, eh bien les zones telles que le Donbass, les autres ont cherché aussi à retourner en famille. Et c'est ce mouvement de retour-là qui a créé la crise entre l'Ukraine et ces zones du Donbass et qui a abouti à une forme de conflit armé entre le Donbass et l'Ukraine. Ce conflit a créé beaucoup de morts. Un peu plus de 14 000 morts et beaucoup de blessés et beaucoup de victimes de guerre. Mais le monde entier est resté sourd parce que l'Ukraine, en ce moment, avait le fameux permis de tuer. Et lorsque l'accident vous décerne le permis de tuer, eh bien tous les crimes que vous commettez passent sous silence. Égale à vous, si vous n'avez pas le permis et que vous tuez une seule personne. Dans ce cas, vous devenez le plus grand violeur des droits de l'homme, le plus grand antidémocrate, le plus grand criminel de l'humanité. Pour les Ivoiriens, je ne vous apprends rien. C'est ainsi qu'on a décrit les deux peines Laurent Gbagbo après la crise de 2011. Heureusement que la Cour pénale internationale a réussi à démontrer que tout ceci n'était qu'une fabrication pour éteindre une voix souveraine qui s'élevait au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Cette volonté d'extinction n'a pas pu avoir lieu et Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire et il est avec nous. Et l'indexeur qu'il a séné aujourd'hui est devenu une lumière au Niger, au Burkina et au Mali. C'est le moment de dire gloire au peuple malien, gloire au peuple burkinabé, gloire au peuple nigérien et gloire aussi au peuple sénégalais qui vient de prendre le chemin de la souveraineté du continent en donnant une issue démocratique à la radicalité, c'est-à-dire à la volonté de la jeunesse africaine. Ça nous permet de rentrer tout droit dans le contexte panafricain. Aujourd'hui, depuis la crise ukrainienne et la guerre entre l'Ukraine et l'OTAN, et entre la Russie et l'OTAN, parce que c'est véritablement pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a été défaite depuis les premiers jours de cette crise et ne compte plus dans le conflit actuel.
c'est l'OTAN qui est véritablement la manœuvre, même si c'est par Ukraine interposée, dans la mesure où toutes les ressources financières et toutes les ressources militaires relèvent de l'OTAN. Mais la Russie est encore debout et restera debout pendant longtemps. Et c'est cette situation-là qui crée un contexte international nouveau, à savoir la bataille pour un monde multipolaire qui vise un seul objectif, la fin de l'hégémonie occidentale, la promotion de la multipolarité et la dédollarisation de l'économie mondiale pour que chacun puisse avoir sa propre politique monétaire, sa propre politique défensive et sa propre politique économique, que ce soit individuellement ou par bloc interposé. Et c'est dans ce monde multipolaire que l'Afrique constitue en soi un pôle d'avenir. Mais pour que ce pôle se construise entièrement et devienne un pôle à part entière, qui pèse dans l'économie mondiale, qui pèse dans la politique mondiale, nous avons encore un tout petit bout de chemin à parcourir. Mais avant de comprendre la portée et l'importance de ce bout de chemin à parcourir, revenons à l'histoire du panafricanisme. Le panafricanisme est né à la suite de la période esclavagiste et adoré de la bataille pour l'égalité des races et des peuples et pour l'indépendance des peuples. Comme vous le savez, l'Afrique noire a dominé pendant 3000 ans l'histoire de l'humanité. Et l'Afrique noire a été le continent maître de l'univers qui a enseigné aux autres peuples les valeurs fondamentales de la civilisation. Et donc, le maître de l'univers, ce continent, comme par un effet d'inversion, est devenu successivement esclave de l'univers et colonisé de l'univers au grand étonnement des grands constructeurs de l'Égypte ancienne, des grands constructeurs de l'Empire du Mali et des grands hommes qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Certainement, ils ne croyaient pas que le maître de l'univers allait devenir esclave. Mais c'est le sort de l'histoire et l'esclavage a été instauré par le Code noir qui a transformé l'homme noir en un être inférieur à travers des récits, des écrits et même des publications de pseudo-savants comme Domino, qui a écrit l'essai sur l'inégalité des races et qui classifiait les races en races supérieures et en races inférieures pour justifier la mise en esclavage et la domination des peuples africains. Et c'est comme ça que les peuples africains se sont organisés pour se battre. La première bataille a été engagée en Haïti. Après la Révolution française de 1789, cela a donné une ouverture au peuple noir d'Haïti d'engager la lutte pour l'indépendance. Lorsque Napoléon a voulu réinstaurer l'esclavage qui avait été aboli par la Révolution française de 1789. Et donc c'est contre cette réinstauration qu'un homme, sous cette ouverture, à la tête de la rébellion haïtienne, a eu raison en 1804 de l'armée française et aussi de l'armée britannique. Et donc les rebelles haïtiens ont non seulement vaincu l'armée française, mais aussi vaincu l'armée britannique qui était venue au secours de l'armée française pour que cette expérience de libération des esclaves ne soit pas une réalité. Mais malgré cela, eh bien, la révolution a triomphé en 1804. Et le triomphe de cette révolution a élevé le niveau de conscience des Noirs américains, donc des Noirs de la diaspora,
Et c'est cette élévation de conscience qui progressivement s'est diffusée à travers le monde. Et que les Noirs américains ont commencé à prendre conscience de la nécessité de cette idée. Et en 1807, l'Angleterre a aboli l'esclavage. Évidemment, on attribue à l'Angleterre d'avoir aboli l'esclavage, mais c'est par peur que la révolution haïtienne ne soit une réalité dans tous les pays esclavagistes. Et donc, c'est par anticipation qu'ils ont aboli l'esclavage pour réduire le nombre de Noirs qui allaient dans les autres colonies, pour ne pas que l'expérience haïtienne soit une réalité à travers tous les pays esclavagistes. Et donc, en 1848, l'esclavage a été aboli dans les colonies françaises et finalement la période esclavagiste a connu un début de déclin. C'est ainsi que, par une gymnastique politique, eh bien, les États africains qui étaient avant convoyés en Amérique comme esclaves ont été maintenant maintenus sur leur sol et ont connu la période de colonisation. Et à la conférence de Berlin de 1884, il a été question de diviser le continent africain en petits morceaux, ce qui a donné lieu à la colonisation. Et donc, de 1900 jusqu'à 1960, ça a été vraiment la période de colonisation du continent. Mais entre-temps, en 1900, eh bien, la première conférence panafricaine a eu lieu sous la houlette des Américains noirs, notamment de Sylvestre William et de William Dubois. Et donc, en marge de de l'exposition universelle à Paris de 1900, cette exposition universelle avait pour but de montrer les Noirs des autres pour que le monde entier soit convaincu que l'homme noir n'est qu'un être intérieur et qu'il ne sait vivre autre part que dans les autres, c'est-à-dire sans civilisation, sans culture. Et le monde entier accourait à Paris pour observer cette animalisation du nègre. Et c'est ça qui était le fond de mentalité et la base du racisme africain. Et donc la première conférence panafricaine a eu un seul objectif, se battre pour l'égalité des races. Et donc la résolution qui est sortie de là, c'était que le peuple africain doit s'organiser pour combattre toutes les formes de racisme à travers le monde et pour l'égalité des races. Et ce combat a évidemment soutenu la révolution haïtienne, donc l'indépendance d'Haïti, qui devait être aussi le chemin de lutte pour tous les pays dominés en ce moment. À l'issue de cette première conférence panafricaine a été instauré un congrès panafricain. Et donc, en 1919, qui après la Première Guerre mondiale, a eu lieu le premier congrès panafricain. Cette fois-ci pas à Londres, mais à Paris. Et cette première conférence panafricaine a vu la participation d'un Africain d'origine du territoire africain, qui était le député Blaise Diagne, qui a été un acteur clé pour obtenir l'autorisation d'organiser le premier congrès panafricain à la suite de la première conférence panafricaine qui, elle, a eu lieu à Londres. Et donc, le premier congrès panafricain de Paris a connu l'émergence de certains Africains d'origine africaine à côté des Africains d'origine américaine. Et donc, c'est cette combinaison-là qui a permis de lancer et de démocratiser et de populariser l'idée du panafricanisme aussi bien à travers les Amériques qu'à travers le continent africain. En 1921,
deuxième congrès panafricain a malheureusement eu la rupture entre francophones et anglophones, dans la mesure où les Afro-Américains voulaient l'indépendance totale pour tous les pays colonisés, tandis que Blaise Diagne, lui, il voulait une évolution progressive de la décolonisation, donc une collaboration entre les anciennes puissances coloniales et les pays colonisés. Et donc cette rupture-là a consacré pratiquement la rupture entre francophones et anglophones. Ce qui fait que les autres congrès étaient entièrement et totalement dominés par les anglophones. Le congrès de 23, le congrès de 25 et le congrès de 27 a été beaucoup plus radical dans la mesure où ça se situait 10 ans après la révolution russe et la question du communisme et des relations entre panafricanisme et communisme pour la lutte armée s'était posée en ce moment. Et donc, ça a encore éloigné les francophones des anglophones, et c'est ainsi que pratiquement la culture était consacrée jusqu'à ce que en 1945, au 5e congrès panafricain, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta et un combattant de la Malawi, je crois que c'est non, pas de Malawi, des Africains, des militants africains panafricanistes se sont illustrés parfaitement au 5e congrès panafricain. Et Kwame Nkrumah a pratiquement pris le leadership de la lutte panafricaine et avait réclamé l'indépendance immédiate pour tous les États colonisés. C'était sans surprise qu'en 1957, eh bien, le Ghana accède à l'indépendance, et cette même période, en 1958, eh bien, la Guinée-Conakry aussi accède à l'indépendance. Mais il faut dire que le congrès panafricain de 1945, comme c'était dominé par les anglophones, eh bien, les francophones ont lancé le Rassemblement démocratique africain comme, je dirais, une sorte d'équilibre entre anglophones et francophones. C'est ainsi que le congrès du Rassemblement démocratique africain a eu lieu à Bamako et que tous les militants pour l'indépendance du continent africain se sont retrouvés à Bamako sur le francophones pour créer le Rassemblement démocratique africain. Et donc, c'est ces deux mouvements panafricanisme et Rassemblement démocratique africain qui ont œuvré, mais tous les combattants panafricanistes se sont donné la main pour que la bataille pour l'indépendance soit une réalité. En 1960, cela fut pratiquement une réalité pour tous les pays anglophones, sauf évidemment les pays de l'Afrique du Sud qui luttaient contre l'apartheid, et aussi des pays comme le Zimbabwe qui étaient encore dominés. Et donc, cette fracture-là entre anglophones et francophones a réjailli lorsque, après les indépendances, les chefs d'État africains ont décidé de créer l'Organisation de l'Unité africaine. Et donc, cette organisation avait en son sein deux thèses. La thèse qui voulait une fédération et la thèse qui voulait une évolution graduelle vers les États-Unis d'Afrique. Et finalement, c'est la thèse de l'évolution graduelle qui a triomphé. Et donc, le 25 mai 1963 a eu lieu la création de l'Organisation des Unités africaines. Mais le mouvement panafricaniste a disparu. C'était devenu un groupe de pression au sein de l'Organisation des Unités africaines. Et donc, ce groupe de pression-là poussait beaucoup plus à l'indépendance et à la souveraineté des peuples africains, tandis que de l'autre côté, un autre groupe travaillait pour une évolution en douceur, étape par étape, avec une phase de collaboration active. Et c'est ce qui n'a pas permis de créer les États-Unis d'Afrique. Et donc de créer à la place des États-Unis d'Afrique
qui était la volonté affichée des Nkrumah et de ses partisans, ce qu'on appelait le groupe de Gaza, et aussi contre la volonté du groupe de Monrovia, qui eux voulaient l'évolution de la guerre vers les États-Unis. Mais n'empêche, en 1963, un compromis a été trouvé. Et donc c'est cela l'année 63, l'année 63 est considérée comme l'année de libération du continent, parce que le consensus a été fait pour la libération de tout le continent africain contre la colonisation, mais aussi contre l'apartheid. Et donc la lutte s'est engagée pour la libération du continent africain à travers l'organisation des unités africaines et aussi la lutte contre l'apartheid. Mais évidemment, cette lutte piétinait du côté du Soudan et de certains pays anglophones d'Afrique du Sud. C'est ainsi qu'en 1974, lors du 6e congrès panafricain, eh bien, le groupe panafricaniste a recommandé fortement que la lutte armée soit recommandée à l'Organisation des Unités africaines pour accélérer la libération des autres peuples encore sous domination coloniale. Et donc, l'Organisation des Unités africaines a adopté une aide directe et soutenue à tous les mouvements armés militaires pour l'indépendance totale du continent africain. Et donc, des soutiens sont apportés à l'Afrique du Sud dans sa lutte contre l'apartheid. Les soutiens sont apportés à tous les pays lusophones qui luttaient pour l'indépendance. Et donc, cette lutte armée a permis de libérer pratiquement tous les peuples lusophones, a permis aussi de libérer le Zimbabwe et tous les autres pays qui étaient dominés. Donc, en termes de lutte pour l'indépendance, il faut dire que l'Organisation des Unités africaines a pratiquement atteint tous ses objectifs. Et comme vous le savez, l'indépendance, ce n'est pas la souveraineté. Et donc, la lutte pour la souveraineté a été engagée pour une souveraineté économique du continent africain. Et cela sous la pression des groupes panafricanistes à l'intérieur de l'Organisation des Unités africaines, rejoint cela Kadhafi, qui a été l'un des pionniers de la lutte pour la souveraineté économique du continent africain, mais aussi rejoint en 2000 par Gbagbo, qui a envoyé ici à Ghana comme responsable, disons, secrétaire général de l'Union africaine. Et donc, ce secrétaire a beaucoup œuvré pour le passage de l'Organisation des Unités africaines à l'unité de l'Union africaine. La bataille a été dure parce que le projet de Kadhafi, qui a lancé à Sirte l'idée de l'Union africaine, c'était pour aller véritablement vers les États-Unis. Mais ça a été encore freiné et le compromis qui a été trouvé, c'est l'Union africaine avec la mise en place des institutions panafricaines dont les plus importantes sont la Commission de l'Union africaine, qui n'était plus un organe simplement exécutif, mais qui peut prendre des initiatives, ce qui était une avancée dans le processus de création d'un gouvernement africain. Mais c'est à cette époque aussi qu'a eu lieu la création du Parlement panafricain, qui a été logé à l'Afrique du Sud, et c'est aussi à cette époque qu'a été créée la, je dirais, la commission, non pas la commission, mais la structure qui s'occupait du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Donc ces trois organes ont été créés, mais aussi des organes consultatifs, tels que le Conseil économique panafricain, mais aussi des cours, tels que la Cour de justice africaine, mais aussi la Cour des droits de l'homme africaine. Et donc toutes les institutions ont été mises en place pour accélérer le passage de l'Union africaine aux États-Unis d'Afrique. À côté de cela, il y a eu des commissions qui ont été mises en place pour sortir l'agenda 2063
qui était le programme de gouvernement de l'Union africaine. Ce programme 2063 prévoyait notamment l'instauration d'un passeport panafricain, et donc aucun Africain n'était obligé d'avoir un visa pour aller d'un continent à un autre. La preuve, c'est que le symbole, je dirais l'emblème de l'Union africaine avait éliminé de la carte d'Afrique toutes les frontières africaines. Et donc cet emblème-là indiquait la volonté des chefs d'État africains d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Et à côté de l'agenda 2063, trois institutions majeures ont été créées. Il y a eu la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine avait la responsabilité de gérer une monnaie commune africaine. Et cette Banque centrale africaine avait été adoptée par tous les chefs d'État africains et le siège avait été prévu à Lagos, au Nigeria. À côté de la Banque centrale africaine a été créé aussi le Fonds monétaire africain, dont le siège, et à côté du Fonds monétaire africain a été créée la Banque d'investissement africaine, dont le siège est à Tripoli. Donc, si nous résumons, l'Afrique a aujourd'hui sa banque centrale, mais non encore opérationnelle. Son fonds monétaire n'est non encore opérationnel et sa banque d'investissement non encore opérationnelle. La volonté des créateurs de l'Union africaine, c'était de remplacer les interventions de la Banque mondiale et de l'Union du Fonds monétaire international dans les économies africaines. Et évidemment, beaucoup de chefs d'État ont signé, mais n'ont pas ratifié l'ensemble de ces institutions. Donc, c'est des institutions signées, mais non encore opérationnelles. Et les forces de résistance, vous pouvez bien imaginer, c'est tous ceux qui s'opposent à la création des États-Unis d'Afrique. Et tous ceux qui sont pour, tous à la ratification de ces instruments de souveraineté économique et à l'adoption et à la mise en œuvre du programme continental qui est le programme de l'agenda 2063. L'agenda 2063 a plusieurs chapitres, notamment la création d'un gouvernement panafricain, l'élimination des visas entre les États africains, la création d'un marché commun africain qui est aujourd'hui presque opérationnel pour la majorité des États et qui a appelé la zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf, qui a été adoptée en 2000, si je ne trouve pas de date, et qui aujourd'hui est une en 2019, qui aujourd'hui est pratiquement en phase d'opérationnalisation par plusieurs États africains. Il y a quelques réticences et quelques freins encore, mais vous pouvez imaginer bien d'où viennent ces réticences et ces quelques freins. Mais la machine est en marche et le processus est pratiquement irréversible. Il faut dire que ce qui freine, parce que la volonté des fondateurs de l'Union africaine, c'était de créer véritablement un gouvernement avec une armée pour assurer la sécurité et la défense du continent africain. Et tous ces instruments que je viens de citer avaient pour seul objectif vraiment d'assurer non seulement la sécurité militaire et défensive du continent, l'indépendance monétaire du continent, mais aussi l'indépendance financière du continent pour que l'Afrique soit capable de financer son développement. Mais il faut dire que les freins actuels à ce mouvement, dont tous les textes sont prêts, toutes les institutions sont pratiquement
immédiatement adoptée. Ce qui freine là, c'est la volonté de certains chefs d'État à ne pas vouloir aller de l'avant, compte tenu uniquement des liens résiduels de type colonial qui persistent encore entre l'Afrique et certains États colonisateurs. Ces liens résiduels de la colonisation sont bien connus. La preuve, c'est que lorsque l'Afrique de l'Ouest, dans son agenda vers l'intégration économique, avait adopté des pots comme monnaie unique en Afrique de l'Ouest, cette volonté a été contrebalancée par certains chefs d'État africains qui ont préféré, à la place de l'impôt souverain, un impôt, je dirais, rattaché au franc CFA, et donc un impôt CFA. Et donc cette volonté de vouloir freiner la base de la souveraineté africaine provient beaucoup plus de certains chefs d'État qui ont encore des liens solides avec les anciennes puissances coloniales et qui font tout pour ne pas que les décisions prises soient opérationnelles. Donc, pour aller vers les États-Unis d'Afrique, il n'y a qu'un seul obstacle: la souveraineté entière et totale de tous les États africains. Si tous les États africains ou les derniers liens avec les anciennes puissances coloniales, les liens résiduels, mais qui constituent l'essentiel des relations actuelles entre les anciennes puissances coloniales d'Afrique, et vous constaterez, selon l'histoire que je viens de faire ici, que c'est beaucoup plus les pays francophones qui ont ces problèmes. Car depuis 1921, depuis cette date, c'est-à-dire le deuxième congrès panafricain, il y a eu une fracture nette entre ceux qui voulaient l'indépendance totale et illégale et ceux qui n'en voulaient pas du tout et qui voulaient rester dans le giron des puissances. Et donc cette fracture-là se poursuit jusqu'aujourd'hui entre francophones et anglophones. Et ceux qui ont conservé les liens les plus solides avec leur ancienne puissance coloniale, c'est les pays francophones. Et ces liens s'appellent forces militaires françaises en Afrique, traduites par les bases militaires d'Afrique, la monnaie qui est encore sous domination de la France, et donc une monnaie non souveraine, et aussi une économie entièrement extravertie, où nous ne sommes que des fournisseurs de matières premières. Et faut-il que cette politique incluse dans les accords de défense qui réservent la primauté de la France sur tous nos produits, nos matières premières, et qui se réserve aussi la priorité sur les marchés publics africains et sur la fourniture pour les besoins des États africains. Et donc cet accord de défense-là maintient nos économies nationales extra-verticales, où nous sommes producteurs de matières premières et consommateurs de textes et de produits finis, dans la mesure où la monnaie enlève toute possibilité de financement pour le nord de notre économie, puisque nos réserves sont en France, nos réserves monétaires sont en France, notre port essentiel se trouve en France, et nos épargnes sont dans des banques françaises en Afrique. Et pour opérer à l'échelle internationale, même tous ceux qui font du commerce international le savent très bien, lorsque vous émettez une lettre de crédit, même par une banque autonome ivoirienne, il faut que cette lettre de crédit soit confirmée par une banque dite internationale, donc par une banque occidentale. Donc on reste encore même ce qui est lié monétairement, militairement, et on est maintenu dans une économie extravertie. Parce qu'on nous a enlevé toutes les possibilités financières et monétaires
et donc toutes les marges de manœuvre financières et monétaires de pouvoir décider de notre politique économique et donc de financer par nous-mêmes notre politique. Donc, comme nous sommes obligés d'emprunter pour financer notre développement, c'est celui qui donne, qui décide là où l'investissement va être fait. Et donc, je vous apprends, en Côte d'Ivoire, vous constaterez qu'on a des jolis ponts, des jolis échangeurs, mais le petit pont qui relie la plantation villageoise au marché des produits purement agricoles, ce petit pont-là ne trouve pas de mise. Et les routes qui relient les plantations villageoises et les sous-préfectures pour commercialiser ces matières, ces produits vivriers, eh bien ces routes-là n'existent pas. Mais là où les entreprises multinationales opèrent, là où ils ont leur siège, là où ils dominent notre économie, eh bien, vous voulez pousser les ponts, vous voulez pousser les routes bitumées, vous voulez pousser tout ce qui est nécessaire pour leur confort de vie et pour leur instrument de domination de notre économie. Voilà là où nous sommes. Donc la dette telle que c'est fait actuellement n'est pas un moyen de souveraineté économique, mais un moyen de domination de nos différentes économies et un moyen pour enrichir les multinationales et leurs alliés. C'est exactement la même chose que dans le secteur de l'électricité. Lorsque vous payez votre facture, 1000 francs, sachez que 40% reviennent à une multinationale qui nous fournit uniquement du gaz qui, depuis les années 97, ont été concédés à un opérateur qui a investi et qui a déjà amorti cet investissement, mais qui, par subterfuge, prolonge son pouvoir de concession pour conserver les marges bénéficiaires et qui empoche 40% de nos factures d'électricité. C'est tout à fait normal que pour conserver le bénéfice de ces opérateurs, eh bien, on est obligé de voir notre facture augmenter d'année en année pour le plaisir des contrats de concession que nous avons signés entre la Côte d'Ivoire et ces multinationales dans le domaine de l'électricité, dans le domaine du téléphone, dans le domaine de l'eau, dans tous les domaines stratégiques de l'État, y compris nos ports, nos aéroports, etc. Donc voilà comment le consommateur ivoirien est obligé de payer cher pour enrichir ses multinationales et d'appauvrir la population sans être capable de créer de l'emploi pour les milliers de jeunes qui sortent des écoles et qui n'ont pour seule destination que le chômage, les petits métiers ou l'exil. Donc voilà un peu notre marche à suivre. Et donc, au risque de me répéter, la marche vers le panafricanisme est freinée par les liens résiduels coloniaux qui unissent encore les pays africains aux pays des anciennes puissances coloniales, et c'est ces liens résiduels qu'il faut briser pour l'accès à la pleine souveraineté et la marche vers l'opérationnalisation de toutes les institutions panafricaines qui sont conçues, signées, mais non encore ratifiées, et qui dorment avec la garde de nos différents chefs d'État, sans même avoir la sympathie de diffuser et de faire connaître ces décisions à leur propre peuple, au risque de voir le peuple réclamer l'application de ces structures et de ces institutions panafricaines. Donc, chers frères, pour permettre les échanges, je vais conclure en citant cette phrase de Joseph Kizabo que j'adore, précisément parce que cela traduit, je dirais, le concept panafricain. Eh bien, l'Africain verra l'Afrique. Elle trouvera enfin des hommes et des femmes
capable de libérer leur vertu de héros collectif pour redresser le destin tordu de la mer Afrique et surtout recoudre son beau pain déchiré par le colonialisme. Je vous remercie. Le docteur Awadon Melo a donc tenu sa conférence du 25 mai. Elle ne peut pas nous échapper, car cette conférence a été d'une haute importance. Le docteur Awadon Melo, dans sa conférence ici que vous venez vous-même d'écouter, celle que je viens de vous poster, nous a encore interpellé sur des faits très importants. C'était donc une conférence non seulement publique, mais à caractère panafricain. Et cette conférence a voulu être interdite par les autorités de Côte d'Ivoire. Partout où elle passait, il y avait des interdictions, mais finalement, elle a eu lieu. En réalité, ce qui se passe avec le PPACI, c'est que le PPACI est clairement en train de dire que les enjeux politiques aujourd'hui ne sont plus simplement au niveau national, mais c'est au niveau international. Voilà pourquoi le PPACI fait de plus en plus peur. Imaginez-vous un seul instant que le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2025. Imaginez-vous un seul instant. Il y aura donc une véritable coordination entre le Burkina, entre le Sénégal, entre le Mali, entre le Niger, entre tous ces pays vont se coordonner déjà sur un point commun, le franc CFA. Vous pouvez en être sûr, le franc CFA. Et vous savez que si la Côte d'Ivoire décide de changer cette monnaie, il est fort probable qu'elle change. Parce qu'elle reste quand même l'un des pays les plus puissants de la CEDEAO. Il faut le reconnaître jusqu'ici. Financièrement, tout ça, elle est quand même l'un des pays les plus imposants dans la CEDEAO. Et donc, son mot à dire est important. Sa vision des choses est importante. Imaginez-vous un seul instant alors que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se met du côté du Mali, se met du côté du Burkina, du Niger, du Sénégal qui aujourd'hui, avec Ousmane Sonko, nous apprenons qu'ils ne sont plus d'accord avec le franc CFA. Nous apprenons qu'ils ne sont pas d'accord avec les accords coloniaux. Nous voyons les mises en garde du président Ousmane Sonko vis-à-vis de M. Macron. Et donc, tous les hommes de main du président Laurent Gbagbo s'attellent à expliquer pourquoi le panafricanisme est important. Aujourd'hui, nous ne pouvons... Déjà, je pense que nous avons déjà été séparés. On nous a fait de nous des pays pour mieux nous diviser et pour mieux nous contrôler. La Russie est restée un seul et unique pays. Regardez donc sa superficie comme elle est grande et toutes les richesses comme elle en profite. Nous, on nous a séparés. On nous a séparés pour nous faire croire que nous sommes différents. Nous sommes donc devenus différents par la force des choses. Mais au fond, nous sommes restés les mêmes. On continue à s'aimer. Tous les Noirs, qui qu'ils soient, quand ils se rencontrent quelque part, ils sont heureux d'être ensemble. Peu importe où ils viennent, ils sont heureux d'être ensemble. On s'aime tous autant que nous sommes. Car on reconnaît toujours en nous que nous venons du même endroit. Nous venons de l'Afrique, le berceau de l'humanité. Si nous voulons nous en sortir, on doit se tenir les mains tous autant que nous sommes. Mais s'il y a encore des esclaves qui ne veulent pas s'apitoyer sur leur sort, nous aurons des difficultés à nous en sortir. Il est important de dire ici qu'il faut qu'on se remette tous en cause, qu'on se remet en question et qu'on soutienne maintenant les leaders qui ont décidé de se battre non seulement pour leur pays, mais pour l'entièreté de l'Afrique. Car si vous changez seulement votre pays, c'est rien dans un sac de riz. Retirer une graine d'un sac de riz, ça ne change pas grand-chose. C'est déjà un début, mais il faut se battre pour que les règles changent dans tous les pays africains. C'est très important. L'âge ne compte pas. Il faut juste avoir des présidents qui sont déterminés, qui ont la volonté, qui sont même prêts à mourir, mais pour un changement véritable. Le président veut 5 ans pour mettre des clous. Les clous du changement, les clous qui feront à ce que la Côte d'Ivoire ne sera plus jamais comme avant. La team, dites-moi ce que vous avez vu penser par rapport au message du docteur Awadon Melo.